Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Une enquête sur la santé. Évidemment, c'est l'INSEE qui s'en charge. Le boss est sur le plateau, Jamel Mekaoui, bonjour. Bonjour. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Une enquête santé pour l'INSEE, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Et à quoi ça va servir? Alors, ce que je voulais dire d'abord, vous savez, il y a beaucoup d'enquêtes qu'on a menées sur pas mal de sujets. Logement, l'emploi, l'immigration, l'âge. Et la palette, en fait, de la statistique publique est assez large. Jusqu'à présent, on n'avait pas mené dans les départements d'outre-mer des enquêtes santé spécifiques. Oui. C'est des enquêtes qui se mènent tous les 8 ans dans tous les pays européens. Et pour la première fois, dans l'ensemble des départements d'outre-mer, on rejoint ce dispositif. Ça, c'est quelque chose d'important. Et une enquête santé, ça a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de produire des indicateurs de santé comparables au niveau européen. Alors, on est toujours empêtré entre ces deux logiques. Ça veut dire qu'il faut éclairer le sujet Mayotte, c'est important, mais Mayotte, c'est pas hors sol. Donc il faut inscrire Mayotte dans sa logique française et européenne. Donc cette enquête a cet objectif, ça c'est quelque chose de fondamental à préciser. Et pour revenir à votre question initiale, alors une enquête santé, c'est un questionnaire qui durera un peu plus d'1 heure, pour lequel nos agents de terrain se rendent dans toutes les communes du territoire. Comme vous le faites habituellement. Comme usuellement, pour collecter l'information auprès des ménages de Mayotte. Donc pour ce faire, on a un peu plus de 1700 ménages qui ont été échantillonnés. La collecte, elle a démarré lundi. Et elle dure assez longtemps, elle finit le 15 décembre. Donc ils vont sillonner le territoire pour ces 1700 ménages du 8 juillet, donc lundi dernier, jusqu'au 14 décembre prochain, pour être précis, pour pouvoir avoir l'information la plus précise sur la question posée. Quel type de questions on va avoir? Je dis on parce que n'importe qui peut être auditionné. Quel type de questions on peut avoir, par exemple, pour comprendre? Alors il y a un peu tout. Alors il y a toute une partie pour mesurer les maladies chroniques, par exemple. Est-ce que vous souffrez de diabète, de cirrhose, par exemple, ou autre? Donc ça, c'est des questions qui sont très normées dans des modules européens santé qu'on va poser à Mayotte. Et puis après, il y a des questions aussi de savoir si la personne peut se mouvoir, se déplacer, si elle est gênée dans ses usages quotidiens. Et enfin, je pense que c'est presque le plus important pour tout le territoire de Mayotte, c'est la question de l'accès aux soins. Ah oui, là on touche presque une spécificité. Là, il y a une question forte. Ça veut dire que qu'est-ce qui limite la population ou limite pas, donc on va le voir, dans l'accès aux soins. Alors ça peut être par la présence ou pas de spécialistes ou sur le territoire, mais ça peut être aussi pour des raisons financières et ou autres, ou administratives. Donc ça, c'est des choses assez importantes parce que, par exemple, on avait montré au niveau national qu'il y avait une partie importante de la population française, donc j'élargis, qui ne procédait pas des soins dentaires par manque de budget. Vous savez, ça fait mal remboursé le dentaire. Et du coup, il y a une grande partie de la population qui ne soigne pas ses dents parce qu'en fait, ça leur est trop cher. Tout simplement. Clairement. Et ça, on n'a pas l'élément pour Mayotte, on ne connaît pas. Donc évidemment, cette question d'accès aux soins, d'accessibilité aux soins pour toutes les populations du territoire est complètement intégrée dans la question de Mayotte. Qui va être sondé? Est-ce que tous les types de populations vont être sondés? On échantillonne complètement aléatoirement cette enquête. Donc évidemment, il y aura des natifs de Mayotte, des natifs de l'étranger et des natifs de métropole qui seront enquêtés dans le cadre de cette opération. Y compris des gens qui peuvent être en situation irrégulière? Évidemment. Vu qu'on a à peu près un adulte sur 4 qui est en situation irrégulière, on devrait trouver ce ratio de même nature dans l'enquête qu'on va mener. Tous ces chiffres que vous collectez, est-ce qu'à un moment donné, ils tombent dans la même escarcelle, dans le même ordinateur pour en sortir d'autres? Je veux dire quoi par là? C'est-à-dire que tous ces chiffres doivent être coordonnés avec d'autres résultats sur d'autres enquêtes? Est-ce qu'ils doivent résonner? Pas forcément, on essaie d'avoir une cohérence d'ensemble. Ça veut dire qu'on fait des enquêtes, on essaie d'écrire une histoire en quelque sorte. On a fait un panorama, les choses sont jamais interdépendantes. On peut pas parler de santé sans parler de conditions de vie. Si vous vivez dans des conditions difficiles, vous avez plus de chances d'avoir des problèmes de santé. Donc évidemment, on corrèle l'ensemble et l'ensemble de ces éléments permet une meilleure compréhension du territoire et une meilleure adaptation des politiques publiques qui est quand même notre objectif final. Est-ce que, clairement, vous allez pouvoir garder ces informations confidentielles, comme à chaque fois? Très clairement, oui. Là, il y a deux choses. D'abord, il y a le secret professionnel, qui est assez classique dans toute entreprise. Mais plus que ça, il y a la loi de 1951 qui garantit
à l'individu la stricte confidentialité des données collectées. Donc c'est une loi qui a été sortie dès le début de la statistique publique française pour permettre une collecte anonyme et confidentielle des informations collectées. Donc évidemment, si on découvre que quelqu'un a une maladie grave, on n'ira pas le crier sur tous les toits, le dire à ses voisins, ça reste confidentiel. Et on va même plus loin. Une fois qu'on a collecté l'ensemble des informations, on a une procédure d'anonymisation des fichiers. On fait disparaître les noms et les prénoms pour le traitement statistique, pour s'assurer que ça ne tombe pas dans des mains malveillantes. Ouais, évidemment. Un exemple, un message qui nous dit voilà, si jamais j'ai une MST, je vous le dis, j'ai pas envie que tout le monde le sache, gardez le secret, signé Kamarboura. Promis, vous le direz pas. Allez, une question, Kamarboura, une question pour vous. Justement, je reviens sur ça. C'est-à-dire qu'on a vu lors des différentes enquêtes, ou même d'une enquête qui n'a rien à voir avec la santé, il y a toujours ce côté tabou de ne pas révéler. C'est-à-dire que on a ce sentiment aujourd'hui, oui, si je lui dis tout. Donc, est-ce que là, l'enquêteur a les moyens de vraiment apaiser la personne, en tout cas l'enquêter, pour qu'il puisse livrer les vrais problèmes ou difficultés qu'il rencontre au quotidien? C'était difficulté identifiée, mais dans le cas des enquêtes de l'INSEE, elle est un peu atténuée. On a des choses très graves. On a l'habitude aussi, hein. Oui, mais il y a le cadre, en fait, la manière dont on présente l'enquête, la confidentialité qui est très précisée. Par exemple, si jamais un de nos agents était amené à révéler, c'est jamais, il encourt 15 000 € d'amende et 1 an de prison. Ah oui, donc la loi 51, elle plaisante pas avec ça. Donc c'est quelque chose de très important. Et on a des révélations même surprenantes. Hein. Parfois, l'enquêté dit des choses à nos agents qu'ils n'ont jamais révélées à ses proches, y compris à son conjoint. Ou même à son médecin. Je peux pas dire, mais on a des révélations. Parfois, ça permet même de libérer la parole. On a des révélations parfois qu'une personne ne connaît dans l'entourage familial. Donc ça va très très loin. Je vais vous citer un exemple. Ça c'est l'enquête d'après. Hein, donc je reviendrai à ce moment-là. Les personnes, par exemple, peuvent évoquer les violences domestiques. Ah oui. Donc vous imaginez. Donc c'est quand même de l'intime absolu. Donc généralement, il y a peut-être un signalement qu'il faut faire à ce moment-là alors. Vous gardez le secret. On a les deux, c'est-à-dire que on se tient vraiment au secret, ça c'est le plus important. Et dans des cas d'espèce, un signalement est envisageable tout en conservant ce secret statistique. Mais ce qui est important, c'est que ce cadre d'enquête, ce cadre de collecte permet vraiment d'avoir des éléments, je dirais, quasiment de secret dans les familles qu'on ne pourrait pas avoir par ailleurs. Quel accueil il faut réserver aux enquêteurs? Quel accueil les enquêtés doivent réserver aux enquêteurs? Évidemment, on va dire un bon accueil, hein, parce que là, on est dans une enquête. Ça rejoint un peu la question de Camard tout à l'heure. Il y a toujours cette crainte un peu, on reçoit quelqu'un chez soi pendant une heure, il va nous poser des questions sur notre vie privée, il va voir des choses, est-ce que... voilà, il y a toujours cette crainte un peu. Hein. Mais elle est levée assez rapidement dans le cas de l'enquête, mais il faut bien rappeler que c'est des enquêtes qui sont d'intérêt général et obligatoire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le législateur a considéré que cette enquête est tellement importante qu'il lui a donné un caractère d'intérêt général et qu'il a considéré que y répondre était obligatoire. C'est quand même fort. Et ça veut dire qu'en fait, la participation de chacun, au-delà de la crainte que vous évoquez, elle est d'intérêt public. Et voilà, c'est-à-dire que si on y répond, on permet au territoire de Mayotte de se développer. Mais généralement, on n'a pas trop de soucis à Mayotte avec ça. Hein. C'est-à-dire qu'on est sur des taux d'acceptation qui sont même nettement supérieurs à la métropole. Donc c'est quelque chose, aujourd'hui, une difficulté auquel on n'est pas confronté. Mais évidemment, j'appelle la population à faire le meilleur accueil à nos agents qui iront les voir sur le terrain. Des résultats qu'on aura donc début de premier trimestre 2020 ? Un peu plus tard pour nous, parce qu'il y a un traitement assez long pour s'assurer d'une bonne fiabilité. Donc on est plutôt sur fin 2020. Ah oui. Oui, c'est un petit peu plus long. Le système statistique. Entre-temps, il y aura d'autres enquêtes qui seront lancées. On a deux opérations, vous savez, ça n'arrête pas. Là, à la rentrée, on a des études phares qui vont arriver. On a les résultats de l'enquête, une étude sur le logement qu'on mène en partenariat avec la DEAL, issue du recensement. Donc, on continue à exploiter le recensement. Les naissances. Chaque année, on fait les naissances, c'est le gros sujet de la rentrée. Des sujets spécifiques sur l'emploi. Donc, on va faire un dossier complet en partenariat avec la DIEC sur l'emploi. Des projections de population avec le partenariat avec le CESEM. Donc, on a beaucoup de sujets. C'est-à-dire que, évidemment, il y a une phase de production. Mais entre la production et on va pas rester sans rien faire, il y a pas mal de diffusions qui sont en cours d'élaboration. Donc, mon petit doigt me dit qu'on va vous revoir sur le plateau de Coésie sous peu. Si vous m'invitez, ce sera avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci mille fois, Jamel Mekaoui, une nouvelle fois d'être venu sur notre plateau pour nous expliquer cette fameuse enquête de santé. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.